Je me réfugie souvent pour écrire dans la maison familiale, perchée sur une colline surplombant Port-au-Prince. Ici, je parviens à m'extraire du monde, bien que la demeure soit plongée en plein dans l'urbanisme régressif et délirant de la capitale. Quand ma famille était venue s'installer ici, j'avais à peine 6 ans. Je me souviens encore comment les lieux étaient inhabités et verdoyants. Il n'était pas rare de voir des mangoustes se poursuivre leur proie et s'aventurer jusqu'au pas de notre porte. Le morne hôpital avec sa végétation touffue était pour mes frères et moi un mystère impénétrable. Nous nous imaginions qu'il y vivait des monstres, ces géants que notre mère nous montrait dans les livres de contes, et ces loups prêts à dévorer celui qui s'égarerait dans la forêt. Quand nous fûmes plus âgés, avec les rares amis du quartier, nous faisions de longues parties de cache-cache. Nous en profitions pour explorer les bois et les ravins. Le cœur battant, nous espérions et redoutions à la fois une rencontre qui nous conforterait dans notre conviction que ces aventures extraordinaires qui faisaient nos délices dans les livres n'étaient pas imaginaires. À la tombée du jour descendait parfois du sommet du morne hôpital un brouillard qui donnait aux arbres des contours fantomatiques. Les averses d'été qui s'annonçaient de la montagne par un grondement assourdissant est le spectacle que j'ai le plus gravé dans ma mémoire. Nous voyons des trombes d'eau telles des colonnes de géants survoler la forêt de conifères et s'approcher de notre colline. Puis, c'était le déluge ponctué de coups de tonnerre assourdissants dont nul fracas terrestre ne pourrait donner l'idée. Nous cherchions refuge auprès de notre mère jusqu'à ce que la fureur du ciel se calme. Après la pluie, l'atmosphère était saturée de senteurs, terre mouillée, eucalyptus, oranger, papayer, bois sauvages, etc. Aujourd'hui, la beauté de ces lieux a disparu pour faire place à une fourmilière d'habitants en bloc, tôle et béton, construits à qui mieux. Le morne hôpital est couvert des ganglions lépreux du déboisement. Un tapis de bidonville a dévoré sa base et s'étend lentement mais inexorablement vers le sommet. Ce qui m'horrifie le plus, c'est la disparition de la forêt de conifères, chemin préféré des trombes d'eau, avant-garde des pluies diluviennes de fin d'après-midi. La forêt a été rasée pour que les humains élèvent leur masure, monument crasseux à la gloire de la misère et du chaos. Les souvenirs de ce temps perdu me permettent de m'abstraire du quotidien pour plonger dans l'univers de ma création. La douleur est un catalyseur pour l'écriture. Douleur du lieu perdu, douleur du lieu désert et silencieux qu'est devenu la maison familiale. J'ose à peine traverser les pièces où les meubles et les objets ne sont plus capables de me rappeler la joie de vivre cette demeure abritée. Mes souvenirs me restituent la configuration des lieux. Ici, la salle de travail de mon père avec sa bibliothèque, où j'ai puisé mes premières lectures et où un exemplaire du Kama Sutra a embrasé mon imagination et mes sens. Contiguë à cette pièce, la chambre de mes parents, puis les chambres d'enfants, la salle à manger, finalement le salon où nous nous réunissions chaque soir pour réciter des psaumes de remerciement à Dieu. La vue de la vieille radio qui nous faisait entendre à la fois la voix nasillarde du président éternel, les imprécations mystérieuses de Radio Moscou me crispent le cœur. Plonger dans le puits du temps est un exercice périlleux qui renvoie une nostalgie angoissante. On est ramené malgré soi à notre petitesse, à l'aléatoire de notre existence. Le présent devient pour nous un rêve dont le futur nous relèvera peut-être la fatuité. L'écriture seule permet la persistance des choses et de leur âme, tel un rituel pouvant conjurer l'action monstrueuse du temps.